Si je vous parle de post-up, vous allez probablement penser à cet homme, Hakeem Olajuwon, de Dream. Et comment ne pas y penser? Dans l'imaginaire collectif, c'est l'image même du post-up. Mais passons plutôt à aujourd'hui et ce qui se passe sur le terrain en 2024. Le post-up est entre guillemets de retour et il n'est pas seulement porté par des pivots comme Joel Embiid ou Nikola Jokic, mais aussi par des extérieurs. Alors comment des ailiers et des arrières sont devenus aussi des joueurs avec des gros volumes au post-up? De quelle manière sont-ils utilisés et pour quelle finalité? Eh bien je vous invite à découvrir ça avec moi en vidéo dans le Dico Tactique. Alors bien sûr, quand on pense au post-up des extérieurs, on imagine DeMar DeRozan scorer au-dessus des arrières adverses. Mais en réalité, on va voir qu'il n'y a pas que lui qui fait ça, et pas vraiment pour les mêmes raisons ou de la même manière. Un des bons exemples cette saison, c'est Jayson Tatum qui a été un des joueurs avec le plus de post-up par match, alors que c'était pas habituellement son jeu jusqu'ici. Et pourtant, Boston a cherché à le mettre dans cette situation. Regardez ici par exemple pour attaquer Austin Reeves. Donc là, ce qui va se mettre en place, c'est qu'on va avoir vraiment un système pour attaquer Austin Reeves. Regardez, Austin Reeves est juste là, Tatum est juste ici avec le ballon. Passe du coup directement à Porzingis. On est dans une sorte de horns ici, avec du coup vraiment les deux axes. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une sorte de flex screen ou un chin screen de Derrick White pour Jayson Tatum et avec le switch qui va être opéré. Donc là, vous avez l'écran. Et le but, c'est vraiment juste d'attaquer Austin Reeves qui est juste là. Le switch est opéré. Prise en position au poste très bas pour le coup. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile d'aller scorer. Il y a déjà des aides qui sont en train de venir. Autre exemple ici face à OKC pour attaquer SGA. Cette fois, vous avez un nouvel écran de Jayson Tatum qui permet d'obtenir le switch et ensuite d'attaquer via du post-up. Tatum a été aussi utilisé à la création et ces trois actions va bien illustrer. On va se passer la première du coup au post-up où il trouve Jrue Holiday, puis Pritchard, puis Sam Hauser pour un 3 points. Et vous allez voir qu'en fait, ça va être répété d'une autre manière juste après. Vous avez un nouveau post-up et cette fois, la défense avait anticipé la passe vers Jrue Holiday ici. Du coup, Tatum passe par-dessus le piège qu'avait tendu Miami et trouve directement Peyton Pritchard. Donc, nouvelle action créée via du post-up, nouvelle alternative. Donc là, Miami se dit, bon, on peut pas que couvrir Jrue Holiday, il va falloir aussi couvrir Peyton Pritchard et les joueurs à l'opposé. Donc là, il obtient le post-up, toujours dans cette position-là, et là, au lieu d'être statique, comme par exemple ici peut l'être Pritchard, Horford coupe, attire vraiment toute la défense qui gravite autour de la raquette, et Sam Hauser peut être trouvé pour un troisième 3 points consécutif. Donc on retrouve du post-up en fait pour créer pour les autres joueurs, et pas seulement dans un outil de scoring. Et je m'en étais rendu compte la première fois en analysant la finale NBA de 2023 que vous avez sous les yeux, avec Guillaume, lors d'un Twitch qui montrait bien que c'est avec le post-up qu'en réalité Miami générait souvent les meilleurs tirs et la meilleure attaque parce que la défense de Denver gravitait autour de lui. Donc on retrouve ça chez d'autres joueurs, par exemple on va le retrouver assez souvent du côté de Miami avec Jaime Jaquez Jr. Ils l'ont fait aussi un petit peu avec Jovic. En fait, c'est avec des guards ou des extérieurs qui sont assez dominants physiquement et qui permettent de mettre ça en place. On peut le retrouver aussi avec Giddey, mais pour une autre raison. Comme expliqué dans la vidéo où comment on crée des bons shoots sans spacing ou avec des non-shooters, Giddey c'est un bon exemple parce que voilà, Giddey est un non-shooter. Du coup, la défense va forcément l'ignorer à 3 points. Mais s'il a un ballon au post-up, la défense va déjà être beaucoup plus proche de lui et ça va permettre en fait à OKC ici de faire des actions et des mouvements off-ball loin du ballon. Et comme c'est un très très bon passeur, surtout sur des séquences de jeux arrêtés, il peut en profiter pour trouver des très bons shoots pour ses coéquipiers. Et voilà. Bang. Nouvel exemple du coup avec Josh Giddey. On a deux joueurs plus dominants comme Kawhi. Là regardez ici, il a réussi à obtenir du coup la match-up qu'il voulait et il se retrouve au post-up. Très dominant au post-up, Kawhi, par sa densité physique, par son gainage, par sa qualité technique aussi et ses grandes mains. Et là, ce que va pouvoir faire du coup les Clippers, c'est justement de jouer un petit peu pour punir la défense sur d'une manière où c'est difficile de défendre le post-up parce que la géométrie du terrain est un peu inversée. Normalement, la géométrie du terrain est telle que
quand Harden a le ballon, les joueurs qui défendent regardent tous dans la même direction. Et ici, c'est un peu bizarre parce que du coup, le Kuminga est obligé d'avoir un œil ici et un œil là. Et là, tous les joueurs, en fait, tournent le dos aux joueurs qui sont censés défendre. Et c'est beaucoup plus problématique et beaucoup plus difficile de faire ça, alors que d'habitude, les joueurs qui... tu défends ton joueur, tu le vois, et tu vois le ballon, et tu vois le joueur qui porte le ballon. Alors que sur le post-up, comme ça passe sur le côté du terrain, tu es obligé de faire un choix entre ce que tu regardes, le ballon et le joueur qui a le ballon, ou le joueur que tu es censé défendre, sans avoir complètement l'accès à protéger le cercle. Et c'est là aussi où je trouve que dans la géométrie du terrain, vraiment cette idée d'attaquer au post-up, ça la rend beaucoup plus compliquée, parce que les regards sont tournés de manière différente. Donc encore une fois, ça permet par exemple ici, de faire un cut dans le dos parce que plus une personne ne regarde Norman Powell. Et ça, les Clippers l'ont bien compris et ont généré pas mal d'attaques autour du post-up de Kawhi Leonard parce que ça forçait les équipes à prendre des décisions parce que tu peux pas vraiment laisser un joueur en un contre un contre Kawhi Leonard et ça force à parfois oublier les joueurs parce qu'on est trop concentré sur protéger le défenseur du porteur de balle. Il y a d'autres extérieurs qui sont assez impressionnants dans le post-up. On va prendre par exemple Jrue Holiday comme exemple, qui ici est défendu par Obi Toppin Jr., donc qui est un joueur plus costaud que lui normalement. Mais Jrue Holiday a cette capacité d'avoir un centre de gravité très bas, un bon toucher et un bon dribble qui lui permettent d'aller au post-up. Et il le fait même face à PJ Washington ici, qui est censé être un intérieur et pourtant qui est incapable de rester devant Jrue Holiday au post-up. Et ce que ça va générer, c'est encore une fois, tout simplement, là c'est un meneur de jeu qui défend sur un autre meneur de jeu, Jrue Holiday, Tyrese Haliburton, et pourtant, ça a forcé la défense, rien que de ça, à faire un sacrifice, à venir du coup le plus proche possible du ballon et laisser potentiellement la menace venir d'ailleurs, et avec des joueurs comme il y a à Boston avec Tatum par exemple, c'est punitif. Donc voilà un petit peu comment le post-up peut être utilisé comme outil de création et pas seulement de finition. Et bien encore une fois, merci à tous d'être arrivés jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que ce nouveau point tactique où on n'a pas vraiment parlé de système mais plus d'approche vous aura tout autant plu. Si vous avez des questions ou s'il y a encore d'autres systèmes que vous voulez découvrir avec nous, n'hésitez pas à nous donner des recommandations en commentaire et à bientôt.